Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Rennes Channel. Aujourd'hui, nous allons parler des bons outils pour accélérer la croissance du marché immobilier. Je suis en présence de Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, qui est un réseau de courtage. Combien d'agences? 135 agences aujourd'hui. De Julien Bessot, cofondateur de Genlix. Vous nous expliquerez ce que fait votre start-up. De Yannick Borde, président de ProCivis. Et pour co-animer avec moi ce plateau, Brice Cardy, président du réseau L'Adresse. Combien d'agences? 330 agences. D'accord. Alors, le marché, ces derniers mois, semble un peu repartir à la hausse, avec une petite activité qui semble redémarrer. On constate que c'est notamment le fait de l'amélioration des conditions de crédit. Ce que dit le réseau L'Adresse, c'est que 70% des agences constatent, elles aussi, cette reprise d'activité. Donc, on peut se dire qu'il y a un petit mieux sur le marché immobilier. Sur le front des taux, tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Julie Bachet? Comment ça va? Ça va mieux, ça va beaucoup mieux que ce qu'on a connu, puisque c'est vrai que ça fait maintenant quasiment un an que les taux sont tendanciellement à la baisse. Ce mois-ci encore, on a reçu des baisses de taux. Alors c'est vrai que la baisse commence à s'amortir, mais on est aujourd'hui sur des taux moyens à 3,20 sur 15 ans, 3,40 sur 20 ans, donc dans des tendances de taux qui sont quasi un point de moins que l'année dernière à la même époque. Et est-ce que ça concerne tous les profils, pour ceux qui veulent faire leur résidence principale, devenir propriétaire, pour ceux qui veulent faire un investissement locatif, est-ce qu'ils peuvent obtenir les mêmes taux et les mêmes conditions de crédit? Alors, en règle générale, ce n'est pas le projet qui détermine le taux que vous allez obtenir, c'est plutôt votre profil, votre niveau de revenu, éventuellement votre niveau d'apport. Mais effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, on voit revenir sur le marché des secondo-accédants. Donc ça, c'est déjà très positif puisque ça va permettre une meilleure rotation des biens immobiliers. Et puis, on voit que les banques réouvrent un petit peu leur manière d'aborder les investissements locatifs puisque c'est une population d'acquéreurs qui avait été vraiment mis de côté et on constate que désormais on n'a plus les freins de financement sur les investisseurs comme on a pu le connaître au cours des 18 derniers mois. Mais pour autant, il y a toujours les règles du HCSF et notamment les 35% d'endettement. Est-ce que ça, quand même, c'est encore un frein pour obtenir un crédit aujourd'hui? Alors, c'est sûr que les règles du HCSF sont respectées, évidemment. Il y a une marge de dérogation de 20% qui est à la main des banques. Aujourd'hui, elles utilisent un peu plus de 15% de leur marge de dérogation, donc elles utilisent plus aussi cette possibilité qu'elles ont d'aller au-delà. Mais avec l'effet de la baisse des taux, aujourd'hui, on est un peu moins contraint en termes d'endettement, parce que les taux ont baissé, le marché immobilier légèrement aussi. Et du coup, ça a permis de réapporter de l'oxygène. Et donc, on peut faire rentrer plus de candidats à l'accession dans un endettement de 35% que ce qu'on pouvait le faire il y a un an en arrière. Et vous disiez, retour des secondo-accédants, est-ce que ça veut dire donc qu'il est facile d'obtenir un prêt relais? Ici, oui, dans quelles conditions? Alors, on rencontre plus de difficultés non plus sur le sujet des prêts relais. Et ce n'est pas forcément les banques qui freinaient sur ces secondo-accédants et sur le prêt relais. C'est plutôt le fait que des personnes qui étaient déjà propriétaires et qui avaient acheté avec un taux à 1 ou 2%, elles n'étaient pas hyper emballées à l'idée de vendre et de racheter un bien qu'elles allaient devoir financer à un taux de 4%. Maintenant qu'on est revenu à des taux de 3%, ce frein psychologique qu'elles pouvaient avoir, il est levé et donc ça veut dire qu'il y a plus de confiance aussi dans le dynamisme immobilier, dans leur capacité à réaliser un nouveau projet. D'accord. Et Brice, est-ce que Julie parlait donc du retour des secondo-accédants, de l'investissement locatif aussi, qui est encore là? Est-ce que vous retrouvez ces mêmes profils sur le marché immobilier? Ce sont ces gens-là qui poussent la porte de vos agences? Exactement. On a sondé récemment le réseau. Ce qui est confirmé, c'est le retour depuis quelques mois des primo-accédants. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui est la suite logique de toute la campagne de publicité et de communication qui a été menée par de nombreuses banques pour faire venir un maximum de jeunes. Enfin, les portes des banques sont à nouveau ouvertes. Le second point, et je rejoins complètement ce que dit Julie, c'est en effet la confirmation que beaucoup de propriétaires, les secondo-accédants, ont mis à l'arrêt et ont suspendu leur projet et que beaucoup d'entre eux aujourd'hui finalement ont marre d'attendre et décident finalement de concrétiser leur projet par le biais des prêts relais. Il y a un point, mais là je parle sous contrôle de Julie Bachet bien évidemment, qui est un point essentiel, c'est l'apport. Parce qu'on parle beaucoup du marché, on parle beaucoup du volume qui a baissé de 25% ces derniers mois. Mais finalement, la crise, elle n'est pas passée au même endroit et de la même manière en fonction de la typologie et du type de marché. Pour faire simple, là où le prix de l'immobilier est cher, donc généralement Paris, les grandes agglomérations, là où il fallait passer par la case banque et souscrire à des emprunts supérieurs ou égaux à 350 400 000 euros, on demandait il y a encore quelques mois
25% d'apport. Et ça a été véritablement un frein qui fait qu'on a véritablement eu un décrochage. On a des endroits, par exemple en zone francilienne ou Paris, où on a eu finalement jusqu'à 60% de volume de vente de moins. Ça, on ne le dit pas beaucoup parce qu'on n'a pas le temps de détailler, mais c'est ce qui fait qu'il y a véritablement eu une crise qui ne s'est pas installée de la même manière. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, quand on sonde nos agences, on nous confirme aujourd'hui que ça y est, on a le retour sur le panier moyen, finalement, entre 400, 800 et 1 million d'euros qui se reconfirme. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. D'accord. Et sur les primo-accédants ou même les secondo-accédants, Yannick Borde, si vous pouvez déjà présenter peut-être Procivis, rappeler ce que vous faites exactement, et ensuite, quels sont vous, les acquéreurs, qui reviennent vous voir? Procivis, c'est un réseau de 45 sociétés coopératives qui intervient dans le secteur de la promotion et de la construction neuve sur à peu près... alors, quand on parlait de 2022, c'était 10 000 logements vendus. Quand on est sur 2023, c'est plus près de 7 000. On est également le 4e réseau d'administrateurs de biens, avec à peu près 200 agences en France et 900 000 lots gérés en tant que syndic ou gérance locative. Et puis, on a aussi la particularité d'être à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM. Donc, on touche à une grande partie de la chaîne. Donc, c'est vrai que nous, on voit deux tendances quand même qui sont assez différentes. Je partage ce qu'a dit Brice sur la partie amélioration, on va dire, du contexte sur les biens existants. On va revenir sur la construction neuve. On a quand même encore des difficultés. D'abord parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont eux-mêmes en souffrance et en difficulté. Il y a eu un certain nombre de dépôts de bilan de constructeurs de maisons individuelles. Vous voyez dans la presse quand même ces derniers temps régulièrement des situations sur des promoteurs immobiliers qui, dans le moins pire des cas, sont sur des plans sociaux, dont pour certains sont placés dans des procédures de sauvegarde, voire plus important. Donc c'est vrai que sur le volet construction neuve, on a quand même une tendance de relance qui n'est pas du tout la même. Et puis on est aussi, nous, sur un cycle qui est un cycle long, c'est-à-dire on ne va pas relancer une machine comme ça de production très facilement. Par contre, c'est vrai qu'on voit revenir très sincèrement une clientèle qui avait un peu disparu sur les primo-accédants. Je pense notamment à tous les dispositifs d'accession sociale avec le développement du bail réel solidaire, avec pour ceux d'entre nous qui étions positionnés sur la location accession, par exemple, on voit revenir une population. Mais il faut aussi quand même se dire que la chaîne ou le parcours résidentiel qui fait que c'est le parc locatif qui alimente, entre guillemets, les clients à l'accession, il est quand même pas hyper dynamique, quoi. La sortie du parc locatif, elle est encore faible. Même si on voit des choses arriver, la détente des taux est un élément essentiel et il commence à donner des signes. Après, il va falloir que les gens passent à l'acte, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt de se dire est-ce que ça va encore baisser, donc est-ce que j'ai pas intérêt à attendre, ce qui à mon avis n'est pas une très bonne idée. Sur les prix, on a eu des endroits où on nous a dit ça baissait, puis après on a vu que ça montait, puis ça baissait un petit peu, donc c'est très différent d'un marché à l'autre. Et donc on voit qu'il y a quand même encore pas mal de questionnements pour savoir si je dois y aller ou pas sur mon opération immobilière. Mais on va commencer à être un peu plus positif peut-être qu'on a été ces derniers mois, pour dire qu'il y a des signes qui sont plutôt des signes de relance, avec par contre une pente qui n'a rien à voir avec la pente de la chute. La chute, elle a été sur une pente brutale. La relance, ça risque d'être quand même sur une pente beaucoup plus douce. Est-ce que vous constatez aussi ce phénomène, le marché locatif bloqué, donc difficulté à accéder à la propriété? Alors, pour venir sur le marché locatif, en effet, nous on a fait un sondage assez récent, parce que tout à l'heure on a parlé de reprise. Les primos, bonne nouvelle, on en a déjà parlé, ils sont de retour. Les secondos, finalement, débloquent. Les abonnés absents aujourd'hui, c'est justement les investisseurs. Alors la bonne nouvelle, c'est quand on sonde celles et ceux qui veulent investir, on a encore aujourd'hui à peu près 30% d'entre eux qui souhaitent en effet le faire dans les 2 prochaines années. Mais dans les faits, tout de suite maintenant, il n'y a personne. Et les freins, c'est là qu'on était assez surpris. Les freins, ça rejoint ce que disait Yannick, les prix. On a pensé qu'entre la baisse des taux et la baisse des prix, on était à un niveau d'atterrissage. Il semblerait que pour les investisseurs, on n'y soit pas. Deuxième risque, et je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de quelques solutions qu'apporte le réseau d'adresse, mais c'est le risque d'impayé de squat. Même si on sait que finalement c'est assez faible, c'est un peu comme la maladie ou l'accident domestique, c'est quand ça vous arrive, c'est un tel drame que vous le communiquez auprès des autres et ça crée un climat anxiogène. Et c'est là que ça pose problème, c'est qu'en effet, on n'a pas assez de solutions, la fiscalité aussi. On s'aperçoit, alors je ne sais pas si Yannick sera d'accord avec ça, mais moi j'ai quand même entendu dire que cette fameuse suppression de la taxe d'habitation, c'est qu'elle devait avoir une compensation, que la compensation, elle ne s'est pas faite à tous les étages. Et qu'aujourd'hui, pour rejoindre le neuf, pour construire du neuf,
Ça veut dire construire des crèches, parfois rallonger des routes et autres, et qu'en gros les maires avaient mis les deux pieds sur le frein faute de moyens. Donc clairement, là on a vraiment une filière qui est complètement grippée. Et c'est vrai que sur l'investissement, il y a l'envie, mais pour l'instant, il ne passe pas à l'acte. Donc on a, nous, notamment dans le réseau de l'adresse, mis en place un système de courtage en assurance. Ouais. Et on propose justement des garanties sur l'assurance loi payée, sur la garantie anti-squat. On essaie d'apporter des solutions à tous les étages. L'adresse Assure apporte également pour les acquéreurs qui penseraient que malheureusement il faut encore attendre parce que les prix vont continuer à baisser. On apporte aussi une garantie revente. On a vraiment essayé de ne pas attendre ce que pouvaient proposer les autres acteurs, mais d'être finalement nous-mêmes acteurs d'une solution avec notre propre solution d'assurance. D'accord. Alors il y a aussi beaucoup d'attentes, je pense, autour de ce plateau sur le prochain projet de loi de finances pour 2025. Il y a notamment, on va peut-être commencer par la mesure phare, entre guillemets, mais qui concerne tous les acteurs autour de cette table. Le prêt à taux zéro, et son extension. Julie Bachet, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On n'a pas d'informations, il n'y a rien de validé définitivement, parce que de toute façon, le projet de loi de finances n'est pas encore validé. C'est vrai qu'a priori, des amendements, mais ça, Yannick le dirait mieux que moi, vont dans le bon sens en proposant effectivement le retour du prêt à taux zéro dans le neuf, y compris dans la maison individuelle, puisqu'il n'était resté que dans la promotion verticale. Et puis peut-être, et ça ce serait, je pense, extrêmement intéressant, un prêt à taux zéro dans l'ancien, y compris en zone tendue, puisqu'aujourd'hui le prêt à taux zéro n'existe dans l'ancien que dans les zones B2 et C, donc les zones détendues, avec évidemment une contrainte de travaux à réaliser. Et de mon point de vue, c'est extrêmement intéressant, surtout quand on sait que l'intention principale aujourd'hui, c'est rénover le parc existant. Je pense que c'est aussi un des freins à l'investissement locatif. C'est aussi l'ensemble de la réglementation qui va toucher la location de logements mal classés énergétiquement. Ça peut freiner certains investisseurs dans l'ancien. Dans le neuf, il n'y a pas d'offre, donc fatalement, ça fait disparaître des investisseurs. Mais c'est vrai que ce retour du prêt à taux zéro, à la fois dans la maison individuelle en France entière, parce qu'aujourd'hui le prêt à taux zéro en revanche n'est qu'en zone tendue, donc le retour du prêt à taux zéro ancien avec travaux neufs, vertical ou horizontal partout en France, je pense que c'est un vrai levier qui doit permettre d'accompagner de nombreux projets, puisque ça a un vrai effet solvabilisateur. C'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle plus tard, mais on constate que des personnes qui ne peuvent pas acheter aujourd'hui dans l'ancien, avec l'ensemble des dispositifs d'accompagnement d'un achat dans le neuf, ils peuvent devenir propriétaires d'un logement plus cher dans le neuf que d'un logement dans l'ancien. Est-ce que vous avez un exemple concrètement pour illustrer ça ? Oui, très concrètement, si on part sur un couple, par exemple, qui gagne 3 100 € par mois, donc un peu plus de 2 SMIC, ces personnes-là, elles ont une capacité d'emprunt dans l'ancien de 200 000 € par rapport à la mensualité qu'elles ne peuvent pas dépasser. Dans le neuf, avec le prêt à taux zéro, éventuellement le prêt 1%, les prêts bonifiés des banques qui viennent compléter le prêt à taux zéro, ce même couple peut acheter un bien dans le neuf de 250 000 €. Donc l'écart, c'est 50 000 €. Et sur le coût de crédit, l'écart est extrêmement important aussi, puisque dans l'ancien, dans l'exemple qu'on a pris, on est sur un taux à 3,70. Dans le neuf, ce même projet, 50 000 € plus important, par le bénéfice des prêts à taux bonifié, donc le taux zéro, le 1% patronal, etc., ils vont arriver sur un taux moyen à 1,80. Donc, qui permet de revenir à des niveaux de taux et de coûts de crédit qui sont extrêmement intéressants. Donc, c'est l'un des premiers leviers de solvabilisation. C'est évident que ce sera le prêt à taux zéro, s'il est élargi partout. Et dans l'ancien, ça viendra aussi travailler l'amélioration du parc existant. Et je crois que c'est un enjeu majeur. Et c'est probablement intéressant de l'aborder aussi par le biais de l'accession. Yannick Borde, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Parce que certes, ils ont une enveloppe plus importante en cumulant tous les prêts aidés, prêts à taux zéro et prêts bonifiés des banques. Toutefois, les prix dans le neuf sont beaucoup plus élevés que dans l'ancien. Donc, on a une enveloppe supplémentaire, mais on n'aurait peut-être pas un logement plus grand. Alors, on n'aura certainement pas un logement plus grand, puisqu'effectivement, l'écart de prix aujourd'hui entre un logement neuf, alors ça dépend des territoires, et un logement ancien, il peut être assez fort. Alors après, c'est assez difficile à comparer de façon très globale, parce que je vais prendre un territoire que je connais bien, qui est la ville d'Angers, par exemple. Entre le neuf et l'ancien, dans l'hypercentre d'Angers, il n'y a pas un tel écart que ça. Par contre, dès que vous êtes dans les autres quartiers d'Angers ou dans la périphérie, là, on commence à trouver des écarts. Donc, effectivement, les comparaisons doivent être un petit peu affinées. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le projet de loi de finances va essayer de corriger quand même une véritable faute qui a été conduite sur celui de 2024
qui a été de supprimer le prêt à taux zéro. Alors on sait tous pourquoi, et je pense qu'il faut aussi que toute la filière logement s'inscrive aussi dans cette nécessité de restaurer les finances publiques. Moi, c'est un discours que je porte de plus en plus. J'ai été parfois un peu isolé quand je disais ça. Je suis un petit peu moins isolé aujourd'hui. Mais il faut s'inscrire dans cette voie-là. Donc nous, sur les contacts que l'on a, ça a l'air d'être bien parti sur le prêt à taux zéro. Sur la maison individuelle également, vraisemblablement, avec un espèce, alors il faut éviter qu'ils nous inventent un truc trop compliqué, mais de coefficient de densité, c'est-à-dire ils ne veulent pas effectivement repartir sur les parcelles, les grandes parcelles, etc. Donc sur ce qu'on appelle l'étalement urbain. Donc nous, on est assez favorable à ça. On a fait des petits projets de rédaction qu'on a glissés comme ça pour voir si on comprenait au moins la même chose des intentions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, il faut faire attention de ne pas faire en sorte de remettre le PTZ dans le neuf sur des territoires au détriment du parc existant et de l'ancien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ou l'un ou l'autre. Donc c'est aussi une sensibilité qui a été portée à la connaissance du ministre et de son cabinet pour faire en sorte qu'on ne déshabille pas d'un côté et on n'habille pas de l'autre. D'accord. Et est-ce que c'est aussi de nature à relancer le prêt à taux zéro, si il est maintenu dans l'ancien avec travaux, il y a quand même une grosse condition de travaux. Est-ce que pour vous, c'est de nature à soutenir aussi l'activité du marché? Ah ben complètement, mais sauf que autant je suis assez optimiste sur le fait qu'il soit remis pour toutes les constructions maisons individuelles, autant je reste très réservé et dubitatif sur le fait qu'il revienne dans l'ancien. Mais pour moi, c'est un point incontournable. Aujourd'hui, réaliser les travaux déjà avec des taux qui étaient extrêmement compétitifs ou des taux bonifiés, ou pareil. Le problème, c'est l'idée et la mesure, la mise en place de la mesure. L'idée, là-dessus, on est plutôt bien entouré, ils ont de bonnes idées, mais le temps de mettre en place, c'est déjà trop tard. Les taux bonifiés, par exemple, c'est quelque chose à l'époque que notre ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait soumis. Elle a été finalement mise en place par certaines banques qui mettent en avant le taux bonifié. Clairement, la rénovation énergétique dans les maisons individuelles, c'est un vrai sacerdoce. C'est un sacerdoce. Alors, je ne sais pas si ça sera peut-être l'occasion d'écouter M. Besson qui est présent avec nous sur le plateau, que nous, on s'est exercé de pouvoir simplifier, notamment avec des outils digitaux, pour être capable de mesurer là où la construction coûte moins cher à tel et tel endroit. Donc on a fait une association de technologies dans laquelle Julien a encapsulé différents acteurs, certains qu'on pourra peut-être nommer, comme Coût Travaux qui est présent ici, qui a eu déjà des prix d'innovation, qui est capable de rénover, enfin qui est capable de calculer le coût de la rénovation. Mais le problème qui manque, c'est soit pour amorcer le projet, le manque d'apport, le manque de trésorerie, soit pour conclure, si tant bien même, on passe par la case de subvention, si tant bien même, et ça c'est le parcours du combattant, si tant bien même on arrive à trouver un artisan RGE quand il y en a certains qui veulent bien le faire, et quand cela n'use pas justement de la rareté justement d'artisans qualifiés avec des prix qui sont complètement abusés. Donc voilà, clairement, on nous a mis des objectifs dans lesquels nous, on s'est inscrit très très rapidement en mettant en place un pack éco-logement. Je crois que c'était il y a presque 2 ans. On a mis en place un pack éco-logement en s'associant avec différentes startups pour pouvoir évaluer les subventions, trouver les artisans RGE et trouver notamment des partenaires financiers comme vous financez pour pouvoir pallier à l'amorce et au complément de solutions financières. Le problème, c'est que la filière, elle est grippée. Il n'y a pas. Je crois qu'on n'est même pas à 20% aujourd'hui d'artisans RGE. Et je crois que pareil, au niveau des diagnostics, c'est pareil. Il y a tellement, dès le moment où on a rendu le DPE opposable, dès le moment où il y a le mot opposable, il y a le mot responsable. Oui. Et en gros, ça a été le principe très franco-français. On sort les parapluies en se disant, je vais laisser les autres essuyer les plâtres. Et finalement, la filière, elle n'est pas présente. La filière n'est pas présente, mais pourtant, il y a une demande. Les Français sont toujours autant envie d'être propriétaires. Donc, il va falloir un moment qu'ils s'adressent à un parc qu'il va falloir rénover. Il faut donc les aider à se lancer. Et c'est peut-être comme ça aussi d'ailleurs que les agences immobilières peuvent apporter plus de services et se démarquer. Ouais, nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Maintenant, c'est là qu'il y a une contradiction. Les Français, je crois que c'est à l'époque, alors je vais passer pour un dinosaure, mais je crois que c'est Giscard à l'époque qui avait copié le modèle des maisons individuelles, très axé sur ce qui se passait outre-Atlantique, les pavillons, toutes les zones pavillonnaires, la maison individuelle. Les Français, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne cessent de vouloir être bien chez eux et idéalement, à être bien chez soi, on préfère être propriétaire de son chez-soi. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça demeure, ils ont une brique dans le ventre. Là où on marche sur la tête, c'est que cette fameuse règle de ZAN, où aujourd'hui le moindre mètre carré de terre, il doit être préservé pour planter un arbre, pour éviter qu'on ait trop chaud dans quelques années. Net. Pardon ? Zéro artificialisation nette. Oui, il y a une compensation. Oui, bah non, mais n'empêche que là, on est en train peut-être de corriger avec Valérie Létard, du reste, notre nouvelle ministre, qui, je crois, a largement travaillé sur le sujet à l'époque. Donc, je ne sais pas si, justement, avec l'expérience qu'elle a, elle va pouvoir corriger l'application. En fait, ce qui manque, c'est de la mesure.
on n'est pas assez modéré. On a des bonnes idées, mais on ne se soucie pas de savoir si on va avoir les moyens de les réaliser. Et ceux qui finalement qui sont le dernier maître et qui pâtissent de tout ça, ce sont les acteurs de l'immobilier. Nous, en l'occurrence, en étant acteurs de proximité. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas l'envie, c'est la capacité de rendre possible ces projets. Et c'est l'argent. Et alors, pour aider à ces projets, peut-être, Julien Besson, est-ce que vous pouvez nous présenter Genlix et nous expliquer en quoi ça peut aider les Français à devenir propriétaires ? Alors, effectivement, Genlix, c'est avant tout le développement d'une application qui s'appelle Prospectis. Et cette application Prospectis, c'est de la pige immobilière et c'est de la récupération de bases de données. Donc concrètement, elle repose sur 3 axes fondamentaux. Le premier qui est l'étude du marché. Donc pour ce faire, toutes les bases de données de l'État sont récupérées au niveau de l'application. Donc ça va aller du DPE aux bases annonces, les bases de succession, cadastre, etc. Et on va pouvoir permettre à notre utilisateur de récupérer toutes les informations qui sont liées autour de lui et bien connaître son marché. Le deuxième axe de cette application, c'est l'enrichissement de la base de données. C'est-à-dire qu'on récupère une partie, mais on va pouvoir apporter notre propre donnée dans notre application. Ce qui va nous permettre d'arriver sur le troisième axe, qui est l'exploitation de la donnée. Donc c'est de permettre à nos utilisateurs d'être présents au bon moment, de détecter des intentions d'achat. S'il y a succession, il y a forcément estimation. S'il y a une vente, s'il y a un DPE, c'est qu'il y a forcément une intention de vente, et d'être présent au bon moment et sur le bon marché. Et ça, c'est un outil qui est à destination des professionnels. C'est un outil qui est à la destination des professionnels de l'immobilier. Et ça veut dire qu'un acquéreur, un candidat acquéreur, une fois qu'il a son plan de financement validé, il peut aller dans une agence et dire moi je veux un logement qui soit par exemple tant de pièces, telle époque de construction et telle étiquette énergie. Et normalement, en compilant toute la data, les agents immobiliers doivent être capables de le trouver. Est-ce que c'est ça ? Alors effectivement, ils vont pouvoir le retrouver. S'ils n'ont pas forcément le mandat, ils vont pouvoir les récupérer, savoir où le mandat se situe. Ils vont pouvoir aussi, même le particulier, peut télécharger l'application, parce que la première partie est disponible pour tous, et connaître le secteur de là où ils souhaitent acheter. Parce qu'il y a forcément le bien, mais il y a aussi le secteur qui est très important pour l'acquéreur. Nous, on va lui apporter toutes les données qui se passent autour de son secteur. D'accord. Et du coup, est-ce que vous allez par exemple après comparer avec la production neuve qui va forcément arriver à un moment sur un territoire donné? Est-ce que ça peut permettre de faire des choix? Alors, nous, dans ce qu'on récupère actuellement, on est plus lié sur l'ancien que le neuf, effectivement. Donc, nous, on va donner toutes les données. Mais après, pour tout ce qui est, si on met les annonces anciens de côté, tout le reste des informations et tout le reste de la donnée pourra servir aussi pour le neuf. Là, Julien Besson parle essentiellement de prospectisme, mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il est également le développeur d'un outil qui est utilisé par le réseau de l'adresse, qui s'appelle le Valoris. Alors, en fait, Valoris, c'est quelque chose qui a été développé par le réseau lors de sa création en 99. Et lui, il a essentiellement développé et rendu beaucoup plus ludique et attractif l'outil. Et notamment dans la Valoris, c'est un outil d'estimation qui repose, je crois, sur 6 ou 7 méthodes. 7 méthodes, où on va jusqu'à comparer par rapport à l'impact de l'érosion monétaire. Pour parler de choses plus faciles d'accès, on va en effet faire de la méthode qui est la plus comparable. On va les comparer à un projet justement dans le neuf. Donc finalement, on a bien la base lorsqu'on peut la récupérer. Alors s'il y en est dans un secteur où il n'y a pas eu de construction neuve, ni en cours, ni ces 3 dernières années, on ne va pas avoir l'information. Mais généralement, on va comparer finalement de dire, vous avez un projet dans le neuf, voilà ce que coûterait finalement votre appartement s'il était de moins de 3 ans. On va le comparer ensuite en disant, voilà votre projet, si demain vous deviez le vendre à un investisseur aujourd'hui avec les rentabilités qui sont justement demandées, souhaitées par les investisseurs, voilà combien vaudrait votre appartement. Et on va jusqu'à la comparaison analogique des biens à vendre et des biens vendus. C'est-à-dire que là, je fais un parallèle sur Prospectis. Dans Prospectis, c'est en effet l'open source, l'open data aujourd'hui qui ne cesse d'évoluer. On va jusqu'à les limites, les naissances, les décès, les personnes morales, le cadastre, les DPE. Les DPE, on est capable aujourd'hui de mesurer les DPE qui ont moins de 6 jours. C'est ça. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'acteurs, pour être sûr d'être mieux et surtout plus être les derniers sur l'amorce d'un projet, on fait ce qu'on appelle chez nous la chasse au DPE. Et dedans, il y a bien évidemment la DVF qui permet d'avoir l'exhaustivité de l'offre des biens vendus, je crois, où la remise à jour, c'est 6 mois. C'est ça, sur la DVF, c'est tous les 6 mois. Voilà. Et en gros, l'idée de Prospectis, c'est d'arriver à faire une sorte de couteau suisse
de simplifier le parcours d'un client, d'un potentiel client, d'un prospect, peu importe, quelqu'un qui serait curieux de se dire je suis chez moi, j'ai un chien, je suis curieux de savoir le bien, je sais qu'il a été vendu à 6 mois, il a été vendu combien, de savoir finalement la lettre énergétique, de savoir finalement sur tel immeuble quel est le syndic qui aujourd'hui gère l'immeuble. Donc tout ce qui est open data, ça a été apporté par Prospectis en version freemium, en version gratuite. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir être utilisé par toutes celles et ceux qui souhaitent avoir cette curiosité, du tout en un. Et ensuite, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Julien, si on veut aller plus loin, enrichir, exploiter, etc., là, on est sur une version premium. Et pour revenir sur le prix, parce que ça, c'est aussi un point essentiel, c'est la connaissance du prix, qui reste quand même un axe incontournable quand on souhaite acheter, vendre ou investir. Ben là, en effet, il y a la solution Valoris qui est en effet extrêmement bien fichue et qui permet en temps réel de pouvoir donner la valeur d'un bien. Alors là, on parle de prix, mais est-ce qu'il y a un outil prospectif? C'est-à-dire que là, on est sur un ralentissement de la baisse des prix. Est-ce que vous allez compiler toute cette data, vous allez pouvoir l'analyser? Est-ce que ça va vous donner aussi des pistes? Et tout à l'heure, on parlait de est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que pour vous, tous, les prix vont encore continuer de baisser? Yannick, boule de cristal, Yannick? Alors, pas de boule de cristal. Une chose qui est certaine, c'est que dans le logement neuf, ça va être extrêmement dur de faire baisser les prix parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire baisser les coûts de construction. Voilà, la marge, ils se sont un petit peu corrigés à la baisse avec la petite détente inflationniste, crise ukrainienne, énergétique, etc. Au passage, ça n'empêche pas Saint-Gobain de battre des records de résultats, mais il faut quand même s'interroger. Voilà, sur la construction neuve, ça sera extrêmement dur de travailler sur ce volet-là. Alors, il y a l'éternel sujet qui est un peu tarte à la crème, excusez-moi de le dire comme ça, du foncier, oui, où on aimerait bien qu'il coûte moins cher, etc. Bon, je pense que moi, depuis que je préside le réseau, je dois être à 7 ou 8 ministres du logement, et ça ne fait que 12 ans que je le préside. Donc, ils ont tous voulu travailler là-dessus, mais personne n'a vraiment commencé à écrire le moindre début d'une stratégie, d'une copie. Donc sur le volet financier, sur le volet foncier, ça va être extrêmement compliqué. Donc sur la construction neuve, on voit difficilement une baisse de prix. Sur le parc existant, on a vu un peu des yo-yo, il y a eu des corrections, puis c'est augmenté. Voilà. Je pense qu'un marché, de toute façon, en économie, le prix, c'est là où l'offre et la demande se croisent. Donc s'il y a des endroits où il y a, pour X raison, un afflux de biens qui arrive sur le marché, en tout cas un peu plus que la norme, je verrai simplement que si les gens veulent vendre leur maison ou leur appartement un peu plus vite, il faudrait qu'ils consentent une petite correction à la baisse. Et là où il y a toujours, et il y en a beaucoup aujourd'hui, un déficit d'offres, il n'y a pas de raison que les prix baissent, quoi. Donc, et surtout qu'avec la question du financement, on va retrouver des capacités un peu de solvabilité. Donc moi, je pense que celui qui a envie d'y aller aujourd'hui, il faut qu'il y aille. Il ne faut pas qu'il hésite. Julien, votre avis? Moi, je suis assez d'accord. Et l'avantage, c'est que selon ces études, nous, on va le placer au bon endroit et au bon moment pour acheter le bon bien qui lui correspond. Brice? Évolution des prix? Je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Yannick. Je rajouterai surtout une chose, parce qu'on le voit, nous, dans certains profils. Parce que, comme vous le savez, au même titre que Yannick, l'adresse est une coopérative. Donc moi, j'ai double casquette. Je suis président du réseau depuis à peu près le même temps que Yannick, une dizaine d'années, mais j'ai surtout en propre une dizaine d'agences. Donc je fais assez fréquemment des comex en visio avec mes managers pour vraiment prendre le ressenti du marché. Et on a en effet certains qui sont joueurs. Et c'est-à-dire qu'en gros, ils visitent un bien, ils projettent une offre, et puis tranquillement, ils se disent je vais prendre mon temps et je vais revenir dans quelques semaines ou quelques mois. C'est peut-être là que Julie va nous confirmer si c'est le bon calcul ou pas, en pensant en effet que les taux vont encore beaucoup baisser. Et alors, avant de laisser répondre Julie, moi, ce que je leur dis juste, c'est que ça dépend de ce qu'ils cherchent. Si ce qu'ils cherchent, finalement, c'est pas le mouton à 5 pattes, c'est un bien qui est extrêmement connu, reconnu, qu'on peut retrouver 10 fois dans le mois, là, il n'y a pas de problème, ils peuvent attendre. En revanche, là où on a une fenêtre de tir aujourd'hui pour les acquéreurs, c'est de leur rappeler qu'on est quand même sorti de 8 années d'affilée où le marché était tellement dynamique que limite, on aurait pu vendre 10 fois le même bien dans la journée et qu'on avait parfois des gens qui ont disait désolé, le rendez-vous de cet après-midi alors qu'on avait pris le matin est annulé. Aujourd'hui, on a le temps de chercher. On a le temps de pouvoir justement chercher des choses qu'on n'avait pas le temps de trouver avant, tellement le marché allait très vite sur les biens en effet extrêmement recherchés. On en revient encore, notamment sur les zones urbaines, les grosses agglos, sur la maison, le fameux rêve de la maison individuelle. Aujourd'hui, ces maisons qui étaient introuvables et dont les prix ne cessaient d'augmenter, on a le temps de les voir, on a le temps justement de quantifier les travaux, on a le temps d'avoir matière à pouvoir apporter des arguments qui soient probants pour pouvoir négocier les prix et derrière d'aller chercher un taux. Donc moi, ce que je dis à mes managers, c'est de dire faites-leur bien passer le message que le seul risque qu'ils ont, c'est que la maison aujourd'hui sur laquelle ils pensent avoir le temps et qu'ils pensent retrouver, ils la retrouveront peut-être pas.
En tout cas, ce qu'ils espèrent sans doute, ces acquéreurs, c'est de retrouver des taux moins élevés. Alors, on ne reviendra jamais, hein, enfin jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais on ne reviendra probablement pas à des taux autour de 1%. Le chiffre qui circule, c'est de dire qu'on sera à 3% à la fin de l'année en moyenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'effectivement, les 3%, on y est quasiment, puisqu'en réalité, on voit que sur des bons dossiers, aujourd'hui, on a des banques qui vont déroger sur leur grille de taux et on peut trouver du 3%. Et je pense qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. 3% sur un emprunt sur 20 ou 25 ans, on est sur un coût de l'argent qui est quand même extrêmement faible. Je pense effectivement pas qu'on va revenir à des taux entre 0,5 et 1%. Maintenant, on pensait déjà pas qu'on allait y arriver. Donc finalement, l'actualité nous conduit à dire que peut-être ça va baisser un peu plus que ce qu'on le pensait. Donc ça, je n'ai pas vraiment de boule de cristal. En revanche, ce qui est certain, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que c'est toujours le bon moment d'acheter, y compris maintenant. Ça, c'est pour moi une certitude absolue. Ça l'était même à 4% versus payer un loyer dans le vide. Donc de toute façon, acheter, c'est toujours un bon placement. Tu le disais, c'est quand même l'investissement préféré des Français. En tout cas, l'avoir qui est vraiment important pour eux. Donc c'est intéressant de le faire. Il y a quand même aujourd'hui des opportunités de négociation dans l'ancien. Alors le marché du neuf, c'est encore autre chose, mais dans l'ancien, on voit qu'en fonction de la qualité du logement, de sa performance énergétique, de son emplacement, etc., il y a des marges de négociation. Ce n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire, mais il y a des marges de négociation. Donc il est plus intéressant de négocier aujourd'hui un bien, de l'acheter aujourd'hui au taux actuel. Et si les taux baissent, tant mieux. Parce qu'il se trouve que renégocier un crédit, c'est possible. Renégocier un prix d'achat a posteriori, ça n'est pas possible. Donc il est préférable évidemment de négocier son prix d'achat maintenant, d'acheter tout de suite. Et si les taux venaient à baisser, il n'y a pas de problème, on sera là pour accompagner des renégociations ou des rachats de crédit, on l'a déjà fait. Donc ça, c'est quelque chose qui sera complètement possible. Donc c'est dommage de passer à côté d'une opportunité en se disant peut-être les taux vont baisser, parce qu'objectivement, on n'en sait pas grand-chose. On pensait qu'ils allaient baisser déjà l'année dernière. On pensait que le marché allait reprendre il y a 1 an, et ça n'a pas été le cas. Donc, tu vois, moi, ma grand-mère, elle disait plutôt un tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, achète aujourd'hui si tu peux. On sait que les banques sont vraiment ouvertes aujourd'hui sur le financement. Et ça fait un certain temps qu'on n'avait pas connu ça, nous, spécialistes du crédit, des banques qui nous appellent pour nous dire vous avez des dossiers pour nous, on a besoin de prêter, on a envie de prêter. Donc c'est vraiment le bon moment pour ça. Et alors, on parlait tout à l'heure du prêt à taux zéro dans les mesures du projet de loi de finances. Il n'y a pas beaucoup d'autres mesures concernant le logement. Il y a des pistes fiscales. En tout cas, il n'y a pas de prolongation, notamment du dispositif Pinel, qui permettait de faire un achat un investissement locatif dans le neuf et de bénéficier d'un avantage fiscal. Ça, on n'a vu qu'aucune disposition. Il y a peut-être des petites choses concernant MaPrimeRénov', puisqu'on parle beaucoup d'achat dans l'ancien et de faire des travaux. La ministre a indiqué qu'elle entendait maintenir un maximum de stabilité dans les dispositifs pour éviter les espèces d'effets coup de frein, accélération qu'on a pu voir notamment cette année quand il y a eu des changements sur MaPrimeRénov'. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous auriez souhaité voir dans ce projet de loi de finances? Julie? Alors, objectivement, moi, je serais très contente du sujet du prêt à taux zéro, parce qu'il ne faut pas oublier que l'accession, c'est quand même la très grande majorité des acquisitions qui sont faites. Donc, si déjà on soutient le marché de l'accession à la propriété pour de la résidence principale, je pense que c'est déjà très bien. Nous, on accompagnera l'ensemble des solutions. MaPrimeRénov', c'est quand même un peu plus complexe parce qu'il faut faire l'avance de la prime. Elle n'est pas perçue tout de suite. Donc, je suis plus favorable, comme on se le disait, à un dispositif de prêt à taux zéro. Je pense que la rénovation, vous en parlez tout à l'heure, elle se fait plus facilement au moment de l'achat qu'une fois qu'on est propriétaire. Parce qu'au moment de l'achat, on a envie de toute façon de rénover. Une fois qu'on est dedans, quand on parle de rénovation quand même assez lourde, il faut soit quitter le logement, c'est pas facile à organiser, il faut effectivement retrouver l'impulsion d'un projet. Donc on a intérêt à accompagner aussi cette démarche d'amélioration de la performance énergétique au moment de l'accession. Je pense qu'on a de plus grandes marges de manœuvre, même si avant qu'on ait rénové tout le parc, il faudra quand même qu'il y ait une grosse rotation. Mais pour autant, on est quand même encore sur autour de 800 000 transactions, donc ça fait déjà un certain nombre de logements qui peuvent être au moment de l'acquisition rénovés. Ça peut être MaPrimeRénov'. Du point de vue du financement de l'accédant, sans être redondante, je pense que le prêt à taux zéro a un impact beaucoup plus bonificateur que MaPrimeRénov', clairement. Yannick, d'autres mesures à escompter dans les mois à venir? Peut-être pas dans le projet de loi de finances, mais dans les mois à venir. Il y a plusieurs temps, effectivement. Alors, le prêt à taux zéro, il faut savoir qu'en 2016, il a fallu mettre un coup de booster.
il a été mis et ça a été d'un effet assez immédiat. Donc on sait que ça peut avoir. Ça n'a pas tout réglé. Ça ne va pas nous permettre de revenir à la situation précédente nécessairement. Je ne sais pas si c'est grave d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est essentiel. Après, il y a le PLF, où on a quand même à surveiller de près, parce qu'il y a quand même une imagination fiscale assez exceptionnelle. Donc ils nous ont encore inventé un truc quand même il y a 2 jours, avec une fameuse taxe sur les propriétaires pour financer une garantie universelle de loyer. Donc tout ça, je pense que ça fait partie du délire de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a peu de chances que ça résiste au parcours législatif, et heureusement. Après, il y aura un sujet quand même sur l'investisseur. Donc effectivement, comme vous l'avez dit Virginie, il y a le Pinel, celui-là, il est définitivement clos au 31 décembre prochain. Il y a un débat, je pense, sur lequel toute la profession est assez d'accord, mais encore faudrait-il qu'elle arrive à écrire une copie commune sur le statut du bailleur privé. Oui. Qui peut être une vraie solution quand même. C'est-à-dire on traite le particulier comme on traite une personne morale, investisseur en immobilier, avec, je ne rentre pas dans le détail, mais des systèmes d'amortissement de l'investissement. Ce n'est pas de la réduction d'impôts, c'est de la réduction de revenus fonciers. Enfin, voilà, on arrive à donner aux particuliers qui décident d'investir un rôle d'acteur économique dans ce domaine-là. Et si on veut régénérer l'offre de logements locatifs, il va falloir y aller, parce que le patrimoine locatif privé se concentre quand même, d'abord parce qu'il y a de moins en moins de production neuve, donc évidemment il n'y a plus d'investisseurs, donc ça se concentre. Et puis il y a pas mal de biens qui sortent des périodes de défiscalisation, qui passent à la vente. Quand ils passent à la vente, ils viennent aussi de la résidence principale. Donc on a des portefeuilles qui s'atrophient quand même un petit peu. Voilà, donc je pense qu'on aura tous, toute la profession, à travailler sur ce statut du bailleur privé. Moi je pense que Valérie Létard, elle est plutôt assez en phase sur ce sujet-là. Il peut être assez respectueux de la problématique des finances publiques. Moi, je tiens à ce qu'on soit aussi tous dans cette logique-là. Et puis, n'oublions pas non plus, on n'a pas beaucoup parlé, mais que le logement, l'immobilier au sens large, parce qu'il n'y a pas que le logement, il y a aussi l'immobilier d'activité, c'est quand même aujourd'hui la base de toute une grande partie de la fiscalité. Oui. Et tant qu'on n'aura pas traité cette question-là et les budgets que ça génère, eh bien, on a quand même un petit problème sur la qualité de l'investissement immobilier, en tout cas son rendement. Qui pose question, quoi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'avoir une espèce de fiscalité confiscatoire comme ça sur le logement, qui est colossal aujourd'hui. Vous faites allusion au rapport Le Maire. Je fais allusion à plein de choses, à l'invention d'il y a 2 jours, je fais allusion à la position aujourd'hui, par exemple, des collectivités locales qui voudraient augmenter les DMTO parce qu'eux-mêmes voient leurs recettes baisser. Tout à l'heure, on a parlé, on n'y reviendra pas, mais sur toute la question de la taxe foncière qui croît quand même dans toutes les villes. Même s'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. Donc voilà, donc on a une espèce de complexité avec une tuyauterie qui est très difficile à rééquilibrer, qui est de dire comment on arrive peut-être... Parce que le paradoxe, c'est qu'en fin de compte, pourquoi on a besoin de mettre des dépenses publiques sur le logement, c'est parce qu'on en pique une partie avec la fiscalité. Donc peut-être qu'on peut traiter différemment, sauf que le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes poches. D'un côté, c'est la poche de l'État, de l'autre côté, c'est la poche des collectivités locales. Donc comment est-ce qu'on recrée les bons tuyaux pour faire en sorte que tout ça ait un peu plus de sens que ça en a aujourd'hui. Ça va demander beaucoup de travail. Ça va demander beaucoup de travail, mais moi, j'ai une vie à côté d'élu local, donc c'est un sujet sur lequel je travaille un peu. Ça, avant d'avoir du travail, ça demande un peu de courage. Voilà, et donc si on a d'abord du courage et qu'après on a envie de se retrousser les manches, on devrait arriver à trouver des solutions. D'autres solutions, Julien? D'autres solutions, être présent sur le terrain, être présent, ressortir à l'extérieur, parce que encore une fois, tout a l'air de s'améliorer, mais il faut avoir aussi du stock, etc. Donc il faut vraiment sortir et relier. Moi, ce que je conseille aux agents, c'est d'être à l'extérieur et d'aller chercher de la donnée. Non, moi, la seule chose, c'est simplifier et déplafonner. C'est-à-dire qu'on a un président qui a été extrêmement libéral dans beaucoup d'activités, dont la nôtre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu parlais de la prime rénov'. La prime rénov' est une très bonne idée. Le seul problème, c'est qu'il y a une démarche qui est extrêmement démago, c'est qu'en gros, elle s'adresse finalement dans les critères d'accession et d'octroi, elle s'adresse à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'on a voulu, alors j'ai rien contre le fait d'aider bien évidemment les foyers, les ménages les plus modestes, mais ceux qui détiennent aujourd'hui le patrimoine français, les fameux bailleurs, ils sont, alors je ne sais pas si vous avez vu le système, mais c'est un système de couleurs, il ne faut pas être daltonien. Oui. Je crois que ceux qui ont finalement besoin, je crois que c'est les violets.
Bon, bah, les violets, en gros, on leur donne rien. Et c'est ceux-là, finalement, qu'on rencontre sur le terrain. Nous, on est clairement passé d'une période, alors maintenant qui remonte à quelques années, où on avait 90% des logements qui se libéraient entre deux locations et qui repartaient sur le marché locatif, à aujourd'hui, 90% des logements qui se libèrent qui font l'objet, à minima, d'une estimation. Donc, généralement, quand vous demandez une estimation professionnelle, c'est que vous avez dans un coin de vos têtes l'intention de le vendre. Et clairement, aujourd'hui, ceux-là, déjà, moi, à l'époque où j'étais sur le terrain en tant que consultant en location, en gestion ou en transaction, déjà, on avait du mal à faire entendre aux propriétaires de mettre un coup de peinture, un coup de blanc. Et c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est que souvent, parfois, ils n'avaient pas forcément l'argent pour le faire. Aujourd'hui, clairement, ils n'ont plus d'argent. C'est-à-dire que ceux qui sont supposés être les plus riches, avec toutes les taxes qui ne cessent d'évoluer, ils n'ont plus. Donc ceux-là, il faut, pour moi, multiprofil, il n'y a pas de profil, c'est tous. Et pareil, enlever tous les freins, parce qu'il faut savoir que la règle des RGE, artisans reconnus, garants, etc. Environnement, merci. Il faut savoir que ça, c'est pareil. Hein. Plus vous créez de règles, et plus finalement les plus tordus se mettent dedans. Finalement, les plus grosses fraudes qu'on a eues sur les RGE, ce sont des personnes qui ne sont pas RGE. Et ceux qui sont des artisans, et parfois ceux qui sont les plus expérimentés, qui ont 15 ou 20 ans, bah, ils ne se mettent pas là-dedans parce que c'est trop compliqué. C'est le parcours du combattant, c'est avoir des avenants avec des assurances qui ne cessent d'augmenter, etc. Donc je pense que l'idée, c'est de simplifier, c'est d'arriver enfin, je pense qu'on passera par le 49.3, mais d'arriver à voir, ça j'ai hâte de voir ce que nous allons sortir sur le budget, en espérant qu'on ne revive pas le cauchemar qu'on a vécu l'an dernier, à savoir le rabot qu'on a eu sur la première rénov, parce que vous vous rappelez, on a quand même eu un trou dans la raquette entre janvier et le 15 mai de cette année. On a mis, alors même si ça finit par la réparation a eu lieu, on a eu 5 mois où pendant 5 mois il n'y avait rien. Parce qu'ils se sont aperçus qu'avec les histoires de rabotage qu'ils ont fait sur le budget, etc., la prime rénov elle était là, mais il fallait faire, vous savez, on peut aussi considérer que passer sur une rénovation globale afin d'inciter à faire les choses de manière complète, c'était aussi sans doute une stratégie en termes de recherche d'économie d'énergie plus pertinente que de faire des monogestes où si on met une chaudière neuve dans un logement pas isolé, c'est quand même pas le truc le plus intelligent du monde non plus. J'entends. Mais moi je pense que ce qui compte c'est le résultat. Le résultat c'est qu'en gros personne n'est prêt. Tout le monde a envie d'y aller. Mais en gros ceux qu'on a réellement besoin, il n'y a pas. Et même quand ils sont prêts à faire l'effort, il n'y a pas. Il n'y a pas les artisans, il n'y a pas. Donc je pense qu'il faut vraiment simplifier. Je pense que là le mot c'est simplifier et déplafonner. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce mot de la fin ? Simplifier, c'est sûr, parce que c'est vrai que tout ce parcours de rénovation, c'est quand même globalement assez complexe pour ceux qui ont un projet. Ça, c'est clair. Simplifier dans le neuf aussi. Simplifier et stabiliser dans la durée. Simplifier et stabiliser. Ben, je crois qu'on a les mots de juste la un dernier exemple pour vous dire que... Non, mais juste un dernier exemple. Quand on parlait de simplifier, il y a de ça 1 an, lors d'un déplacement en Espagne, vous allez en Espagne, quand vous allez à la caisse de n'importe quel type, style l'équivalent de Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, etc., vous aviez une remise immédiate à la caisse de 50% dès le moment où vous achetiez soit une pompe à chaleur, soit un ballon thermodynamique et tout. C'est que c'est pas compliqué, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, c'est direct à la caisse. Voilà, en gros, quand je dis qu'il faut faire efficace et simplifier, c'est ça. Et bien, en tout cas, merci beaucoup. On pensera à ça, simplifier. Stabiliser, pardon. Merci beaucoup Julien Besson de Genlix. Merci à Yannick Borde de Procivis d'être là. Merci à Julie Bachet de vous financer. Et merci à vous, Brice Cardi du réseau L'Adresse. Merci beaucoup. Merci. Merci.